Mais avant de parler de la complémentarité, je vais quand même donner une différence entre la question sociale et la question écologique. Si on regarde la crise écologique globale que nous vivons aujourd'hui, qui se manifeste avec le problème du réchauffement climatique et ses conséquences, les problèmes de la biodiversité, les pollutions globales, les pollutions qui ne sont plus locales mais véritablement globales, l'épuisement des ressources, de certaines ressources naturelles, on est devant des choses qui sont très largement irréversibles. Le réchauffement climatique, il est enclenché. Il n'est pas négociable. On ne peut pas s'asseoir autour d'une table, comme on peut le faire dans le cadre de rapports sociaux, pour dire que maintenant on décrète qu'il n'y a plus de réchauffement climatique. Donc il y a irréversibilité, il y a non-négociabilité, et il y a en plus des effets de seuil, en particulier, c'est ce que nous montrent les climatologues, des effets de seuil au-delà desquels les transformations ne sont plus maîtrisables. C'est-à-dire des phénomènes d'enchaînement, des boucles de rétroaction, ça s'appelle. Je donne un exemple. Le réchauffement climatique entraîne le réchauffement des sols. Ce réchauffement des sols entraîne le dégel de certains sols, la libération de gaz particulièrement polluant qui est le méthane et qui accélère encore le réchauffement climatique. On est dans des phénomènes de type exponentiel. C'est ça, je pense, qui différencie radicalement, mais qui n'oppose pas, qui différencie radicalement ce qu'on appelle la question sociale et la question écologique. Dans le domaine du social, dans le domaine du politique, à condition qu'il y ait des rapports de force, évidemment, on peut toujours revenir en arrière, on peut défaire des lois, si on les estime injustes, on peut toujours les défaire, ça suppose un rapport de force, et revenir à l'état antérieur. Dans le cadre du dérèglement écologique, on ne peut pas revenir à l'état antérieur. Les émissions de gaz à effet de serre que nous faisons aujourd'hui s'accumulent définitivement dans l'atmosphère. Je ne peux pas négocier la durée de vie de l'atome de carbone, donc ça dure dans l'atmosphère, ceci n'est pas négociable, et donc c'est véritablement une contrainte, une limite qui se pose à nous. De même, certaines énergies ne sont pas renouvelables, et aujourd'hui certaines sont en voie d'épuisement. Je pense aux métaux rares, etc., etc. Donc voilà le cadre global. Il n'en reste pas moins qu'avec toutes ces différences dont nous devons absolument nous emparer pour voir comment nous pouvons lier la question sociale et la question écologique, qui ont souvent été présentées comme opposées. Et là, je voudrais en premier point dire à quel point, dans toutes les études d'historiens, maintenant de philosophes, de ce qu'on a appelé la naissance du mouvement ouvrier ou la naissance de la classe ouvrière au XIXe siècle, au tout début du XIXe siècle, je pense en particulier à l'historien marxiste hétérodoxe, mais Thomson, qui nous montre comment justement ces luttes pour le travail, pour les conditions de travail, etc., étaient intimement liées à des luttes sur la qualité du travail. Intimement à la naissance du mouvement ouvrier dans le début, fin 18e, début 19e siècle. Et aujourd'hui, il y a un livre qui est très intéressant qui vient de sortir de Serge Audier, qui s'appelle La société écologique et ses ennemis, qui reprend toute l'histoire du XIXe siècle et qui montre justement comment, dans nos sociétés, la classe ouvrière, le mouvement ouvrier, est né de cette conscience qu'il fallait lutter à la fois pour l'emploi, les conditions de travail, etc., mais aussi la qualité du travail et donc aussi la qualité de la vie. Et je rappelle juste un point qu'a beaucoup développé Thomson, toutes les luttes qu'il y a eu au début du XIXe siècle, qui ont malheureusement été considérées comme des luttes un peu pré-capitalistes, on les a regardées avec condescendance dans le mouvement ouvrier dominant, les luttes par rapport au machinisme, avec une conscience aiguë. Ce n'était pas une lutte contre la machine, c'était une conscience aiguë du fait que la machine allait prendre du pouvoir à l'ouvrier. Pas simplement des histoires de pénibilité, etc., etc. La question a été posée en termes très politiques, c'était une dépossession des travailleurs du pouvoir qu'ils avaient sur la production par leur savoir et leur savoir-faire, qui se transférait aux machines. Et donc il y avait dans ce début du XIXe siècle, je cite Thomson, je pourrais en citer d'autres, je cite les ludistes et bien d'autres, il y avait une critique de la société industrielle.
une critique de la marche déjà qu'on pouvait voir vers le productivisme dans tout ce début du XIXe siècle, et il a été incarné, je pense à une intervention de ce matin, il a été incarné dans ce qu'on a appelé, de façon souvent méprisante, le socialisme utopique, le socialisme non scientifique, disons, le socialisme utopique, de toutes ces associations ouvrières de consommation, associations ouvrières de production, les premières sociétés de secours mutuels, qui étaient très intéressant à étudier. Les sociétés de secours mutuels, le syndicalisme était interdit. Ces premières sociétés de secours mutuels, c'était à la fois la défense du travail, du travailleur, mais aussi il y avait la santé, il y avait toutes les questions liées à la vie et à la qualité du travail. Et je crois que la difficulté qu'on a eue en France concernant les questions de santé, c'est qu'on aurait pu avoir une autre histoire. Ça a été précisément la séparation qu'il y a eu entre tout le mouvement des mutuelles et le mouvement syndical. Alors ça tient, je ne vais pas en faire l'analyse, ça tient à beaucoup de choses, aussi bien du côté syndical que du côté des mutuelles, mais il y a eu séparation, voire opposition souvent, entre le mouvement syndical et le mouvement des mutuelles, si bien que les choses se sont mises, surtout à la fin du XIXe siècle, ça s'est séparé à nouveau. D'autant que dans le mouvement ouvrier officiel, je dirais l'histoire des vainqueurs, y compris dans le mouvement ouvrier, ça a été plutôt le culte du progrès, le culte de la machine, le culte du progrès technoscientifique qui finalement allait permettre de résoudre tous les maux MAUX qui étaient engendrés par cette industrialisation, par la grande industrie. Bien comme ça, c'est un aspect du XIXe siècle où là c'était très très présent, tout le mouvement des hygiénistes, etc., qui prenait en compte vraiment les questions de santé, d'habitat aussi, ce n'était pas simplement la santé au travail. Bon, je vais vite parce que... D'accord. Donc je voudrais insister sur le fait que c'est l'imaginaire du progrès technique qui a prévalu à la fin du XIXe siècle. On le retrouve bien entendu dans ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, ces 30 glorieuses dans lesquelles nous avons obtenu des droits sociaux, certes beaucoup de droits sociaux, et on a une représentation complètement héroïque des 30 glorieuses, sauf que pendant ces 30 glorieuses aussi, il y a eu un consensus autour du fait qu'au nom de la productivité, au nom du productivisme, eh bien, il y a eu une sorte de compromis, ce qu'on a appelé le compromis fordiste, c'est-à-dire une augmentation du pouvoir d'achat liée à l'augmentation de la productivité du travail, de la division du travail, etc., augmentation du pouvoir d'achat et perte du sens du travail, déqualification du travail, etc., etc. Disons, et la liberté devait être trouvée dans la consommation finalement, à laquelle la hausse du pouvoir d'achat permettait de prétendre. Malgré tout, dans ces 30 glorieuses, il y a eu des voix importantes qui se sont dressées contre justement ces phénomènes de déqualification du travail, de problèmes de la santé au travail, etc. Je rappelle le problème de l'amiante, par exemple. C'est dès les années 60 où est posée la question de l'amiante. Et là, ça a été évacué bien souvent par une partie du mouvement syndical. Aujourd'hui, on sait que c'est 100 000 morts, 100 000 personnes qui vont mourir, ou qui sont déjà mortes, et qui vont mourir des conséquences de l'amiante. Donc c'est quand même, c'est au-delà d'une question sanitaire, c'est au-delà d'une question de santé, c'est autre chose même que ces questions-là, ça renvoie à des questions éthiques absolument fondamentales qui dépassent la question même de la santé au travail. Je voudrais rappeler aussi, juste parce que je vais vite, un livre qui a été important, je crois, de la CFDT, 1977, c'était l'ancienne CFDT, Les dégâts du progrès. Les dégâts du progrès. Le titre était quand même très provocateur, puisqu'on était quand même dans toute l'idéologie qui consistait à dire attention, c'est le progrès, la machine va remplacer l'homme, on va libérer le travail grâce à la machine, l'automatisation, etc. C'est enfin l'accès au royaume de la liberté et l'abandon du domaine de la nécessité, bon, etc., etc. Mais il y avait ce livre et qui étudiait branche par branche vraiment les conséquences des progrès technologiques sur les conditions de travail et la vie des travailleurs. Bon, je pourrais en citer bien d'autres. Donc, ce que je voudrais dire concernant cette période, c'est qu'il y a eu dans le mouvement ouvrier, au sens large,
il y a eu dans le 19e siècle, et y compris dans les 30 Glorieuses, même si c'était minoritaire, et ça, je pense qu'il faut retrouver ces sources-là, une critique du productivisme et une critique de la société industrielle et des dégâts de la société industrielle. Je passe au deuxième point pour le temps qui me reste, c'est ce que j'avais prévu de voir pour les liens entre écologie, travail, santé, etc. Aujourd'hui, il y a un thème qui est présent dans la société, c'est l'idée qu'avec la présence des robots, avec le progrès technique, etc., le travail se ferait rare. Il y aurait rareté du travail, hein, c'est ce qu'on a entendu, ce qu'on peut entendre. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que souvent, cette rareté du travail se traduit dans les revendications par la revendication de la baisse massive du temps de travail. Je voudrais dire quand même que quand on pose uniquement la rareté du travail ou la baisse massive du temps de travail, on raisonne encore uniquement en termes quantitatifs, alors qu'on doit aujourd'hui poser des questions en termes qualitatifs et en termes de sens du travail. Donc, il y a toujours cette idée de se libérer du travail, que le travail serait l'enchaînement et que la liberté, ce serait finalement de s'arracher au travail et de vivre dans une sorte de bulle libre, quasiment au-dessus de la terre, parce que malgré tout, nous avons besoin d'une civilisation matérielle qui ne peut se reproduire que qu'avec du travail. Et ça, c'est peut-être une découverte que nous permet de voir aujourd'hui la crise écologique, c'est que nous vivons de ressources matérielles, et nos sociétés sont insérées dans des écosystèmes dont nous dépendons et dont nous ne pouvons pas faire fi. Donc, une sorte d'illusion technique qui gagne à nouveau avec cette histoire de robots qui vont pouvoir libérer le travail, le requalifier, etc. Alors, je voudrais émettre une autre hypothèse. C'est que si nous prenons au sérieux véritablement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail, c'est-à-dire la perte du sens du travail, la déqualification massive, malgré tout, la perte d'autonomie, la précarité, le chômage, etc., mais y compris au sein du travail, les problèmes qui se posent, et les besoins immenses de travail pour restaurer la Terre, restaurer les grands équilibres, restaurer nos manières de vivre, qui les rendent soutenables. Soutenables, je veux dire, y compris par rapport à nos rythmes de notre espèce biologique, soutenables par rapport à la Terre et par rapport à ce que nous sommes en tant qu'individus. Hein, le nombre de gens qui aujourd'hui sont malades de stress, etc., parce qu'ils ne peuvent plus soutenir ce que leur impose la société industrielle telle que nous l'avons, aussi bien dans l'agriculture, dans les services que dans l'industrie, eh bien, aujourd'hui, ça devient insoutenable au niveau des personnes et au niveau de la planète, et à un niveau collectif. Donc, si on prend ceci au sérieux, qu'aujourd'hui nous sommes dans des zones extrêmement dangereuses, des menaces qui pèsent sur la vie elle-même, pas seulement les conditions de vie, la pérennité de la vie sur la Terre, pour l'espèce humaine, pour les autres espèces vivantes. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Si on le prend vraiment au sérieux, ce sont des champs de travail absolument immenses qui s'ouvrent. Si on veut désintensifier le travail, si on veut le rendre plus autonome, si on veut retrouver un sens du travail, à ce moment-là, dans tous les secteurs d'activité, l'agriculture, l'industrie, les services, etc., les associations, tout ce qu'on veut, eh bien à ce moment-là, ce n'est pas rareté du travail auquel nous avons à nous affronter, mais je pense que là, on a des besoins énormes. Simplement, ce sont des choix politiques qui sont nécessaires pour opérer cette transition, pour que cette transition ne se fasse pas au détriment, justement, de ceux qui aujourd'hui ont un travail ou de ceux qui aujourd'hui sont précarisés ou sont au chômage. Donc, désintensifier le travail, je vais être un peu provocatrice, je pense aussi que beaucoup d'études montrent aujourd'hui que nous avons besoin non pas de techniques toujours high-tech et plus high-tech. Je sais qu'il y a toute une frange quand même du mouvement ouvrier qui a pensé que l'automation, etc., ça allait libérer les individus. Il y a des textes incroyables qui ont été écrits dans les années 60 et encore 70 là-dessus. Aujourd'hui, nous avons besoin des low-tech, des techniques de basse intensité et des techniques intensives en travail. Je pense qu'on a pas mal d'exemples, aussi bien dans l'industrie, dans certaines coopératives, que dans l'agriculture, l'agroécologie. Ce sont des techniques qui allient du high-tech, des connaissances qui sont très pointues souvent, mais aussi du low-tech. Dans l'énergie, c'est absolument la même chose, et donc des techniques qui sont intensives en travail. Donc l'idée très néolibérale, je pense, moi,
qu'il y a rareté. La notion de rareté, c'est une notion de l'économie, est une notion qui a imprimé toutes les politiques libérales, parce qu'il faut vaincre la rareté, et on vainc la rareté par toujours plus de production, et si possible par le marché. Et je conclue en disant que je crois que là, on aurait un biais pour retrouver un sens du travail. Le sens du travail aujourd'hui, c'est certainement pas l'intensification du travail, la course à la rentabilité, etc. Ça prive le travail de tout sens. En revanche, je pense que si on propose, et si on donne comme horizon, de prendre soin des personnes, des collectifs, des travailleurs, des collectivités et de la terre, qu'on les répare, parce qu'aujourd'hui on a besoin de réparation. Mais ce n'est pas le prendre soin au sens de l'assistanat, parce qu'à poursuivre notre modèle tel qu'il est aujourd'hui, on développe l'assistanat pour tous ceux qui n'arrivent pas, qui pédalent pas assez vite pour être dans le modèle, on développe l'assistanat. Donc, le prendre soin, ce n'est pas de l'assistanat, c'est au contraire pour lutter contre l'assistanat, en restaurant, en réparant, aussi bien dans la société que sur la Terre, que pour les êtres humains, tout ce qui a été dégradé depuis 40 ans de politique néolibérale, mais depuis aussi un siècle de productivisme ou plus, eh bien, si on donne ce sens-là au travail, un sens qui dépasse, je crois, qui dépasse simplement le fait de travailler pour produire, pour fabriquer, je crois que là aussi, le travail comme simple fabrication de toujours plus ne peut pas avoir de sens aujourd'hui. Parce qu'on sait que le toujours plus n'est, c'est même pas idéologique, physiquement pas possible. Alors, je sais que certains pensent que c'est encore possible. C'est un déni, c'est de l'obscurantisme, c'est un déni du réel, c'est un déni de la nécessité. Si on veut que l'humanité entière ait le mode de vie moyen, d'un Européen moyen, je ne parle pas d'un Californien ou d'un Américain, c'est à peu près les ressources de 5 à 6 planètes qu'il nous faudrait. Nous ne les avons pas. Donc, si nous voulons toujours parler de solidarité, nous ne pouvons plus penser en termes de travail, en termes de fabriquer toujours plus de richesses matérielles. Il y a d'autres richesses à inventer, sans doute, que des richesses matérielles. Voilà, je crois que j'ai pris tout mon temps. Je vous remercie.